Imaginez un homme qui pouvait prédire l'avenir avec des équations mathématiques, qui a démontré que l'univers entier fonctionne comme une machine géante et prévisible, et qui a posé les bases de ce que nous appelons aujourd'hui le déterminisme scientifique. Pierre-Simon Laplace n'était pas un prophète, c'était un scientifique brillant, qui a compris que les lois de la physique permettent de calculer le futur si on connaît parfaitement le présent. Ces idées ont révolutionné l'astronomie, la physique et les mathématiques, et continuent d'influencer la science moderne. Aujourd'hui, nous allons explorer l'héritage extraordinaire de cet homme qui a changé notre vision de l'univers. Si les grandes découvertes scientifiques vous passionnent, abonnez-vous à cette chaîne et n'oubliez pas de laisser un like. Pierre-Simon Laplace est né le 23 mars 1749 dans une petite ville de Normandie, appelée Beaumont en Auge. C'était une époque extraordinaire dans l'histoire de l'Europe, une période que nous appelons aujourd'hui le siècle des Lumières. Les vieilles certitudes religieuses et philosophiques étaient remises en question. Les penseurs osaient poser des questions audacieuses sur la nature, la société et l'humanité elle-même. La France de cette époque était au bord d'une transformation radicale. La révolution qui éclaterait en 1789, quand Laplace avait 40 ans, bouleverserait non seulement la politique française, mais toute la structure sociale du pays. Et au milieu de ces turbulences, Laplace naviguerait avec une habileté remarquable, survivant non seulement à la Révolution et à la Terreur, mais prospérant sous Napoléon et la Restauration. Mais avant d'explorer ses contributions scientifiques révolutionnaires, nous devons comprendre le monde intellectuel dans lequel il est entré. Quand Laplace était jeune, et la science était en pleine transformation. Les précédents travaux d'Isaac Newton, publiés dans les Principia Mathematica en 1687, avaient établi les lois fondamentales du mouvement et de la gravitation universelle. Ces lois expliquaient comment les planètes orbitent autour du Soleil, comment les marées montent et descendent, et comment les objets tombent sur Terre. Mais il restait d'énormes questions sans réponse. Le système solaire était-il stable à long terme? Les planètes continueraient-elles à orbiter paisiblement pendant des millions d'années? Ou leur orbite deviendrait-elle chaotique, menant peut-être à des collisions catastrophiques? Pourquoi toutes les planètes orbitent-elles dans le même plan approximatif et dans la même direction? Comment le système solaire s'est-il formé en premier lieu? Ces questions n'étaient pas seulement académiques, elles se touchaient à des préoccupations philosophiques et théologiques profondes. Si le système solaire était instable, cela suggérait peut-être qu'un Dieu bienveillant devait intervenir périodiquement pour le stabiliser. Newton lui-même pensait que l'univers avait besoin d'ajustements divins occasionnels pour maintenir l'ordre. Mais Laplace allait montrer quelque chose de radicalement différent. Il allait démontrer que le système solaire est autocorrecteur, que les mêmes lois de la gravité qui créent des perturbations créent aussi des mécanismes pour les corriger. L'univers, selon Laplace, n'avait pas besoin d'intervention divine pour fonctionner. C'était une machine parfaite qui se régulait elle-même. Cette vision déterministe de l'univers était révolutionnaire. Elle suggérait que si nous connaissions la position et la vitesse de chaque particule dans l'univers, à un moment donné, nous pourrions, en principe, calculer l'état de l'univers à n'importe quel moment futur ou passé. Le futur était déjà inscrit dans le présent, déterminé par les lois immuables de la physique. Laplace a exprimé cette idée dans ce qui est maintenant connu comme le démon de Laplace. Dans son essai philosophique sur les probabilités, publié en 1814, il a écrit « Nous devons envisager l'état présent de l'univers comme l'effet de son état antérieur et comme la cause de celui qui va suivre. Une intelligence qui, pour un instant donné, connaîtrait toutes les forces dont la nature est animée et la situation respective des êtres qui la composent, si d'ailleurs elle était assez vaste pour soumettre ces données à l'analyse, embrasserait dans la même formule les mouvements des plus grands corps de l'univers et ceux du plus léger atome. Rien ne serait incertain pour elle et l'avenir, comme le passé, serait présent à ses yeux. C'est une vision vertigineuse. Elle implique que le libre arbitre pourrait être une illusion, que nos choix sont déterminés par l'état physique de notre cerveau et de l'univers qui nous entoure. Elle suggère que l'univers est comme une gigantesque horloge, ses rouages tournant selon des lois immuables, chaque événement causé inévitablement par les événements qui l'ont précédé. Mais nous allons trop vite. Avant de plonger dans les implications philosophiques bien profondes du travail de Laplace, nous devons comprendre ses contributions scientifiques concrètes. Et ses contributions étaient immenses, touchant presque tous les domaines de la science de son époque. Laplace était, avant tout, un mathématicien extraordinaire. Ses compétences techniques étaient si impressionnantes que ses contemporains le surnommaient le Newton français. Mais contrairement à Newton, qui était aussi un théologien passionné et un alchimiste secret, Laplace était entièrement concentré sur la science rationnelle et les mathématiques. Pour lui,
L'univers était un livre écrit en langage mathématique et sa mission était de déchiffrer ce livre. Quand Laplace est arrivé à Paris en 1767, à l'âge de 18 ans, il portait une lettre de recommandation pour le mathématicien Jean Le Rond d'Alembert. La légende raconte que d'Alembert était initialement peu impressionné par le jeune provincial. Mais Laplace a envoyé à d'Alembert un mémoire sur les principes de la mécanique. D'Alembert a été tellement impressionné qu'il a répondu « Vous aviez peu besoin de recommandations, vous vous êtes mieux fait connaître par votre travail ». C'était le début d'une carrière scientifique extraordinaire qui s'étendrait sur plus de 50 ans. Laplace allait publier des centaines de mémoires et plusieurs ouvrages monumentaux qui transformeraient la science. Mais pour comprendre l'ampleur de ses contributions, nous devons les examiner une par une, en commençant par son travail révolutionnaire sur la stabilité du système solaire. Au cœur des préoccupations des astronomes du XVIIIe siècle se trouvait une question apparemment simple, mais profondément troublante. Le système solaire est-il stable ? Les planètes continueront-elles à orbiter paisiblement autour du Soleil pendant des éternités, ou y a-t-il des perturbations qui pourraient, au fil du temps, déstabiliser leurs orbites ? Cette question n'était pas purement académique. Si le système solaire était instable, cela pourrait signifier que la Terre elle-même était en danger. Peut-être qu'un jour, dans un futur lointain, l'orbite terrestre pourrait devenir si excentrique que notre planète se rapprocherait dangereusement du Soleil, transformant la Terre en un désert brûlant. Ou peut-être qu'elle pourrait s'éloigner tellement que nous nous retrouverions dans un hiver éternel. Newton avait identifié le problème. Selon sa loi de la gravitation universelle, chaque planète n'est pas seulement attirée par le Soleil, mais aussi par toutes les autres planètes. Jupiter, la plus massive des planètes, exerce une attraction gravitationnelle significative sur Saturne. Saturne perturbe l'orbite de Jupiter, la Terre est perturbée par Vénus et Mars. Ces perturbations mutuelles, si appelées perturbations séculaires, pourraient s'accumuler au fil du temps. Newton lui-même était pessimiste. Il pensait que ces perturbations rendraient éventuellement le système solaire instable et qu'une intervention divine serait nécessaire pour le remettre en ordre. Cette croyance de Newton en la nécessité d'interventions divines périodiques pour maintenir la stabilité cosmique était répandue parmi les penseurs religieux de l'époque. Elle suggérait un Dieu actif, continuellement impliqué dans le maintien de sa création. Mais Laplace allait montrer que cette inquiétude était infondée. Dans une série de mémoires brillants publiés entre 1773 et 1784, il a démontré mathématiquement que le système solaire possède des mécanismes d'autostabilisation. Voici l'essence de sa découverte. Quand une planète perturbe l'orbite d'une autre, causant par exemple une légère augmentation de son excentricité orbitale, cette même perturbation crée, après un certain temps, un effet opposé qui réduit l'excentricité. C'est comme un pendule qui oscille d'avant en arrière. Les perturbations ne s'accumulent pas indéfiniment dans une direction, elles oscillent. Plus spécifiquement, Laplace a montré que les grands axes des orbites planétaires, qui déterminent leur distance moyenne au Soleil, restent constants dans le temps. Les excentricités et les inclinaisons des orbites peuvent osciller, mais ces oscillations restent dans des limites étroites. Le système solaire, selon Laplace, est stable sur des échelles de temps immenses, bien au-delà de millions ou même de milliards d'années. Cette découverte était monumentale. Elle signifiait que l'univers n'avait pas besoin d'intervention surnaturelle pour fonctionner correctement. Les lois de la nature elle-même assuraient de la stabilité et l'ordre. C'était un triomphe du rationalisme et du naturalisme scientifique. Mais il y avait un mystère particulier qui avait longtemps intrigué les astronomes, l'accélération apparente de Jupiter et le ralentissement de Saturne. Les observations montraient à moi que Jupiter semblait se déplacer de plus en plus vite au fil des siècles, tandis que Saturne ralentissait. Si cette tendance continuait indéfiniment, elle déstabiliserait clairement le système solaire. Jupiter finirait par s'écraser dans le Soleil et Saturne dériverait dans l'espace interstellaire. Laplace s'est attaqué à ce problème avec sa puissance mathématique caractéristique. Après des calculs laborieux, il a découvert la cause. Jupiter et Saturne sont dans ce qu'on appelle une résonance orbitale. Jupiter fait environ 2 orbites et demie pour chaque orbite de Saturne. Cette relation mathématique simple crée des perturbations périodiques qui s'accumulent sur de longues périodes. Laplace a calculé que l'accélération de Jupiter et le ralentissement de Saturne ne sont pas permanents. C'est un cycle qui prend environ 900 ans. Après 900 ans, la tendance s'inverse. Jupiter commence à ralentir et Saturne à accélérer. Après encore 900 ans, le cycle recommence. C'est une oscillation à très long terme, mais c'est une oscillation
pas une tendance irréversible. Cette découverte a confirmé la vision de Laplace d'un système solaire autorégulateur. Non seulement les perturbations ne déstabilisent pas le système, mais elles créent des cycles complexes qui, vus sur des échelles de temps suffisamment longues, maintiennent l'équilibre. Le travail de Laplace sur la stabilité du système solaire a été rassemblé dans son œuvre monumentale en 5 volumes, la Mécanique céleste, publiée entre 1799 et 1825. Ce livre était une synthèse complète de toute la mécanique céleste depuis Newton jusqu'à l'époque de Laplace lui-même. C'était le manuel définitif d'astronomie mathématique pour le XIXe siècle. Mais la mécanique céleste était notoirement difficile. Laplace avait l'habitude d'omettre les étapes intermédiaires de ses calculs, écrivant simplement « Il est facile de voir que… » avant de présenter un résultat qui nécessitait des pages de mathématiques pour dériver. L'astronome américain Nathaniel Bowditch, qui a traduit la mécanique céleste en anglais, a dit « Chaque fois que je rencontre dans Laplace les mots « ainsi il est évident », je sais que des heures de travail acharné m'attendent pour découvrir et vérifier ce qui est évident. » Malgré sa difficulté, ou peut-être à cause d'elle, la mécanique céleste était le sommet de la science astronomique de l'époque. Elle a établi Laplace comme le plus grand astronome mathématicien depuis Newton. Mais Laplace n'était pas satisfait de simplement expliquer comment le système solaire fonctionne maintenant. Il voulait aussi comprendre comment il s'est formé. D'où vient le système solaire? Comment les planètes se sont-elles formées? Pourquoi orbitent-elles toutes dans le même plan et dans la même direction? En 1796, Laplace a publié son livre « Exposition du système du monde », une présentation plus accessible de ses idées astronomiques destinées au grand public cultivé. Dans l'appendice de ce livre, il a présenté ce qui est maintenant connu comme l'hypothèse nébulaire de la formation du système solaire. Selon Laplace, le système solaire s'est formé à partir d'un nuage de gaz et de poussière en rotation lente, une nébuleuse. Ce nuage, sous l'effet de sa propre gravité, a commencé à se contracter. À mesure qu'il se contractait, il tournait de plus en plus vite, comme une patineuse qui accélère sa rotation en ramenant ses bras contre son corps. C'est une conséquence de la conservation du moment angulaire, un principe fondamental de la physique. En tournant de plus en plus vite, la nébuleuse s'est aplatie en un disque. Au centre de ce disque, où la matière était la plus dense, la température a augmenté jusqu'à ce que la fusion nucléaire s'enflamme, créant le Soleil. Pendant ce temps, dans le disque environnant, la matière a commencé à s'agglomérer en grumeaux de plus en plus gros. Ces grumeaux sont devenus les planètes. Cette théorie expliquait élégamment plusieurs caractéristiques mystérieuses du système solaire. Pourquoi toutes les planètes orbitent-elles dans le même plan? Parce qu'elles se sont formées à partir du même disque aplati. Pourquoi orbitent-elles toutes dans la même direction? Parce qu'elles ont hérité de la rotation originale de la nébuleuse. Pourquoi les planètes intérieures sont-elles rocheuses et les planètes extérieures gazeuses? Parce que près du Soleil chaud, seuls les matériaux à point de fusion élevé comme les roches pouvaient se condenser, tandis que plus loin, les gaz et les glaces pouvaient aussi se solidifier. L'hypothèse nébulaire de Laplace n'était pas entièrement originale. Le philosophe allemand Emmanuel Kant avait proposé une idée similaire quelques décennies plus tôt. Mais Laplace a développé la théorie de manière beaucoup plus détaillée et l'a ancrée dans les mathématiques et la physique newtonienne. Pendant le XIXe siècle et une grande partie du XXe, l'hypothèse nébulaire a été débattue, modifiée et parfois contestée. Certains scientifiques ont proposé des alternatives, comme l'idée qu'une autre étoile aurait frôlé le Soleil, arrachant de la matière qui aurait ensuite formé les planètes. Mais dans les années 1950 et 1960, avec de meilleures observations et de nouveaux calculs, l'hypothèse nébulaire a été largement confirmée. Aujourd'hui, avec les télescopes modernes, nous pouvons voir des disques protoplanétaires autour de jeunes étoiles, des structures qui ressemblent exactement à ce que Laplace avait imaginé il y a plus de 200 ans. Nous avons même pu observer des planètes en formation dans ces disques. L'hypothèse nébulaire, sous une forme modernisée et affinée, est maintenant le modèle standard de la formation des systèmes planétaire. Ce qui est remarquable, c'est que Laplace a développé cette théorie sans télescope puissant, sans spectroscopie, sans aucune des technologies modernes dont nous disposons aujourd'hui. Il l'a développée par pure réflexion théorique, en appliquant les lois connues de la physique et en raisonnant logiquement sur ce qui devait se passer. C'est un exemple parfait de la puissance de la pensée théorique en science. Parfois, en réfléchissant profondément sur les lois de la nature et leurs implications, nous pouvons découvrir des vérités sur l'univers que l'observation directe ne peut pas encore révéler.
Mais l'hypothèse nébulaire avait aussi des implications philosophiques profondes. Si le système solaire s'est formé naturellement à partir d'un nuage de gaz selon les lois de la physique, cela suggérait que l'univers tout entier pourrait fonctionner selon des principes purement naturels, sans besoin d'intervention surnaturelle. C'était une extension de la vision déterministe et mécaniste de Laplace. L'univers n'était pas seulement une machine qui fonctionne selon des lois, c'était aussi une machine qui s'était construite elle-même selon ces mêmes lois. Voici quelque chose qui surprendra beaucoup de gens. Laplace a prédit l'existence des trous noirs plus d'un siècle avant qu'Albert Einstein ne développe la relativité générale, la théorie qui explique réellement les trous noirs. En 1796, dans la première édition de son Exposition du système du monde, Laplace a présenté un argument fascinant. Il a raisonné ainsi. Nous savons que la vitesse nécessaire pour échapper à un corps céleste dépend de sa masse et de sa taille. Plus un objet est massif et compact, plus la vitesse d'échappement est élevée. Pour la Terre, la vitesse d'échappement est d'environ 11 km par seconde. Pour le Soleil, c'est environ 618 km par seconde. Mais qu'est-ce qui se passerait si un corps était si massif et si compact que sa vitesse d'échappement dépassait la vitesse de la lumière ? Laplace a calculé qu'une étoile avec la même densité que la Terre, mais avec un diamètre 250 fois plus grand que le Soleil, aurait une vitesse d'échappement supérieure à la vitesse de la lumière. La lumière elle-même ne pourrait pas s'échapper d'un tel objet. Il serait invisible, un objet noir, dans le cosmos. Il est donc possible que les plus grands corps lumineux de l'univers soient hauts, par cela même invisibles, a écrit Laplace. C'était une prédiction extraordinaire. Bien sûr, Laplace ne comprenait pas vraiment la nature de ces objets comme nous le faisons aujourd'hui. Il pensait en termes de physique newtonienne, où la lumière est composée de particules, corpuscules, qui obéissent aux mêmes lois que les projectiles ordinaires. Dans la relativité générale d'Einstein, développée en 1915, les trous noirs sont compris très différemment. Ils ne sont pas simplement des objets dont la vitesse d'échappement est élevée, ce sont des distorsions extrêmes de l'espace-temps lui-même. La gravité est si intense qu'elle courbe l'espace-temps au point de créer une région d'où rien, pas même la lumière, ne peut s'échapper. Néanmoins, l'intuition de Laplace était remarquable. Il avait prévu qu'il pourrait exister des objets dans l'univers si denses et si massifs qu'ils seraient invisibles. Aujourd'hui, nous savons que les trous noirs existent réellement. Nous en avons détecté des milliers, des trous noirs de masse stellaire formés par l'effondrement d'étoiles massives, et des trous noirs supermassifs au centre des galaxies, certains contenant des milliards de fois la masse de notre Soleil. En 2019, nous avons même obtenu la première image directe de l'ombre d'un trou noir, celui au centre de la galaxie M87. C'était un moment historique en astronomie, la confirmation visuelle de l'existence de ces objets extraordinaires que Laplace avait imaginés plus de 200 ans auparavant. Il faut noter que Laplace a retiré cette discussion sur les étoiles invisibles des éditions ultérieures de son livre. Peut-être pensait-il que c'était trop spéculatif, ou peut-être qu'il avait réalisé que la théorie corpusculaire de la lumière sur laquelle reposait son argument avait des problèmes. Mais l'idée était là, dans le texte imprimé, une graine qui ne germerait pleinement qu'un siècle plus tard. Laplace n'était pas seulement un physicien et un astronome. Il a également fait des contributions fondamentales aux mathématiques, en particulier à la théorie des probabilités. Et paradoxalement, ses travaux sur le hasard et l'incertitude ont renforcé sa vision d'un univers déterministe. La théorie des probabilités s'occupe de situations où nous ne connaissons pas tous les détails, où nous devons raisonner avec des informations incomplètes. Quand vous lancez une pièce de monnaie, vous ne savez pas si elle tombera sur pile ou face. Mais vous pouvez dire qu'il y a une probabilité de 50% pour chaque résultat, en supposant que la pièce est équitable. Laplace a développé des outils mathématiques sophistiqués pour gérer de telles situations. Son livre « Théorie analytique des probabilités », publié en 1812, est devenu le texte fondateur de la théorie moderne des probabilités. Il a introduit des concepts et des techniques qui sont encore enseignées aujourd'hui dans les cours universitaires. Mais pour Laplace, les probabilités n'étaient pas une indication que l'univers est fondamentalement aléatoire. Au contraire, elles étaient simplement une mesure de notre ignorance. Si nous connaissions exactement tous les détails, la vitesse initiale de la pièce, son angle, la densité de l'air, etc., nous pourrions calculer avec certitude comment elle tomberait. Le hasard apparent n'est que le résultat de notre connaissance limitée. C'est dans ce contexte que Laplace a formulé l'idée du démon de Laplace que nous avons mentionné au début. Cette intelligence hypothétique, connaissant la position et la vitesse de chaque particule dans l'univers et possédant une capacité de calcul infinie, pourrait prédire l'avenir avec une certitude absolue. Pour le démon de Laplace, il n'y aurait aucun hasard, aucune incertitude, seulement le déroulement inévitable des lois de la physique. Cette vision déterministe était profondément influente.
Elle a façonné la physique du 19e siècle et a encouragé les scientifiques à chercher des lois mathématiques précises gouvernant tous les phénomènes naturels. Si l'univers est une machine déterministe, alors tout peut, en principe, être calculé et prédit. Mais cette vision soulève aussi des questions troublantes. Si le futur est entièrement déterminé par le passé, qu'advient-il du libre arbitre? Nos choix sont-ils réels ou simplement des illusions créées par notre ignorance des lois physiques qui gouvernent notre cerveau? Sommes-nous réellement libres ou sommes-nous des automates complexes suivant des programmes déterminés par les lois de la nature? Laplace lui-même ne semble pas avoir été particulièrement troublé par ces questions. Il était un homme pragmatique, concentré sur la résolution de problèmes scientifiques concrets plutôt que sur des spéculations philosophiques abstraites. Mais ces idées ont lancé des débats qui continuent encore aujourd'hui. Ironiquement, la vision déterministe de Laplace a été sérieusement remise en question au XXe siècle par deux développements en physique. Le premier était la mécanique quantique, qui a introduit une incertitude fondamentale au cœur de la nature. Selon le principe d'incertitude de Heisenberg, il est impossible de connaître simultanément avec précision la position et la vitesse d'une particule. Ce n'est pas seulement une limitation pratique, c'est une limite fondamentale de la nature elle-même. Le second développement était la théorie du chaos, qui a montré que même dans des systèmes entièrement déterministes, de minuscules différences dans les temps, dans les conditions initiales, peuvent conduire à des résultats radicalement différents. Un battement d'ailes de papillon au Brésil pourrait théoriquement déclencher une tornade au Texas. C'est ce qu'on appelle la sensibilité aux conditions initiales, et cela signifie que même si nous connaissions presque parfaitement l'état de l'univers, nos prédictions deviendraient rapidement inutiles. Ces découvertes ont montré que le démon de Laplace est impossible, non seulement en pratique, mais aussi en principe. L'univers n'est pas la machine d'horlogerie parfaitement prévisible que Laplace imaginait. Il y a de l'incertitude, du chaos, de l'imprévisibilité ancrée dans le tissu de la réalité. Mais cela ne diminue pas l'importance des contributions de Laplace. Sa vision déterministe a été incroyablement productive scientifiquement, poussant les scientifiques à chercher des lois mathématiques précises et à développer des outils pour faire des prédictions quantitatives. Même si nous savons maintenant que le déterminisme absolu est impossible, l'approche de Laplace reste au cœur de la méthode scientifique moderne. Parmi les nombreuses contributions mathématiques de Laplace, l'une des plus importantes et des plus durables est ce qu'on appelle maintenant la transformation de Laplace. C'est un outil mathématique qui transforme une fonction du temps en une fonction d'une variable complexe, rendant certains types de problèmes beaucoup plus faciles à résoudre. Pour comprendre pourquoi c'est utile, imaginez que vous essayez de résoudre une équation différentielle, un type d'équation qui apparaît partout en physique et en ingénierie. Les équations différentielles décrivent comment les choses changent au fil du temps, comment une population grandit, comment un circuit électrique réagit, comment la chaleur se diffuse dans un matériau. Certaines équations différentielles sont faciles à résoudre directement, mais beaucoup sont extrêmement difficiles, nécessitant des techniques sophistiquées et beaucoup de travail. La transformation de Laplace offre une approche différente. Au lieu de résoudre l'équation directement, vous la transformez en une équation algébrique dans un espace mathématique différent. Les équations algébriques les sont généralement beaucoup plus faciles à résoudre. Une fois que vous avez la solution dans cet espace transformé, vous pouvez la transformer à nouveau pour obtenir la solution dans l'espace original. C'est un peu comme traduire un problème difficile dans une langue où il devient plus facile le résoudre dans cette langue, puis traduire la solution en retour. La transformation de Laplace est devenu un outil standard en ingénierie électrique, en théorie du contrôle, en traitement du signal et dans de nombreux autres domaines. Laplace a également fait des contributions majeures à ce qu'on appelle l'analyse harmonique, l'étude des fonctions périodiques et des ondes. Il a développé des techniques bien pour décomposer des fonctions complexes en somme de fonctions sinusoïdales simples, une approche qui anticipe ce qui deviendrait plus tard la transformation de Fourier. Ces outils mathématiques que Laplace a développés n'étaient pas juste des abstractions. Ils avaient des applications pratiques immédiates. Laplace les a utilisés pour résoudre des problèmes en mécanique céleste, en physique et même en théorie des probabilités. Et ils continuent à être utilisés aujourd'hui, plus de 200 ans après leur invention. Ce qui est remarquable dans l'approche mathématique de Laplace, c'est sa généralité. Il ne se contentait pas de résoudre des problèmes spécifiques. Il développait des méthodes générales qui pouvaient être appliquées à de larges classes de problèmes. C'est cette généralité qui a rendu son travail si durable et si influent. Laplace a également introduit ce qui est maintenant connu comme l'équation de Laplace, une équation différentielle partielle qui apparaît dans de nombreux domaines de la physique. Elle décrit comment les champs électriques et magnétiques se comportent dans l'espace vide, comment la chaleur se diffuse dans les matériaux, comment les fluides s'écoulent dans certaines conditions et bien d'autres phénomènes.
L'opérateur de Laplace, souvent noté avec le symbole delta, est maintenant un outil fondamental en physique mathématique. Les étudiants en physique, en mathématiques et en ingénierie du monde entier apprennent à utiliser cet opérateur, même s'ils ne réalisent pas toujours qu'il porte le nom de Pierre-Simon Laplace. L'une des anecdotes les plus célèbres sur Laplace concerne sa rencontre avec Napoléon Bonaparte. Bien que l'histoire exacte soit peut-être embellie au fil du temps, elle capture quelque chose d'important sur la vision du monde de Laplace. Selon l'histoire, Napoléon avait lu la mécanique céleste de Laplace et a fait remarquer « Vous avez écrit ce vaste livre sur le système du monde sans mentionner une seule fois son créateur ». Laplace aurait répondu avec la phrase célèbre « Sire, je n'ai pas eu besoin de cette hypothèse ». Cette réponse audacieuse illustre parfaitement l'approche de Laplace à la science. Pour lui, l'univers fonctionnait selon des lois naturelles qui pouvaient en être comprises et décrites mathématiquement. Il n'était pas nécessaire d'invoquer des interventions surnaturelles pour expliquer les phénomènes naturels. Les lois de la physique suffisaient. Quand Napoléon a rapporté cette conversation à l'astronome et mathématicien Joseph-Louis Lagrange, Lagrange aurait dit « Ah, c'est une belle hypothèse, elle explique beaucoup de choses ». La réponse de Lagrange montre une appréciation pour l'idée de Dieu comme explication, mais aussi une reconnaissance que cette explication n'est pas nécessaire du point de vue purement scientifique. Il est important de noter que Laplace n'était pas nécessairement athée. Il était probablement plus proche de ce que nous appellerions aujourd'hui un agnostique ou un déiste. Il ne niait pas l'existence de Dieu, il disait simplement que l'hypothèse de Dieu n'était pas nécessaire pour faire de la science. La nature pouvait être comprise sur ses propres termes. Cette position était révolutionnaire à l'époque et reste controversée dans certains cercles aujourd'hui. Elle représente le principe du naturalisme méthodologique, l'idée que la science devrait expliquer les phénomènes naturels en termes de causes non linéaires naturelles sans recourir au surnaturel. C'est un principe fondamental de la science moderne. La relation de Laplace avec Napoléon était complexe. Napoléon avait un grand respect pour la science et les scientifiques. Il a nommé Laplace ministre de l'Intérieur en 1799. Mais Laplace s'est avéré être un administrateur médiocre, trop analytique et théorique pour gérer les affaires pratiques du gouvernement. Après seulement 6 semaines, Napoléon l'a démis de ses fonctions, écrivant plus tard que Laplace cherchait des subtilités partout, n'avait que des idées problématiques et portait l'esprit des infiniment petits jusque dans l'administration. Cependant, Napoléon a nommé Laplace au Sénat et l'a fait comte de l'Empire en 1806. Laplace, pour sa part, a navigué habilement à travers les turbulences politiques de l'époque. Il a servi sous la Révolution, sous Napoléon, et plus tard sous la Restauration des Bourbons. Cette flexibilité politique lui a valu des critiques de certains de ses contemporains qui le voyaient comme un opportuniste. Mais on peut aussi voir cette adaptabilité comme une volonté pragmatique de survivre dans des temps dangereux pour pouvoir continuer son travail scientifique. Laplace n'était pas un révolutionnaire politique. Il était un scientifique qui voulait être laissé en paix pour faire de la science. Et il a réussi, produisant une œuvre scientifique monumentale à travers une période de l'histoire française extraordinairement turbulente. Les contributions de Laplace à la science étaient si vastes et si profondes qu'il est difficile de surestimer son influence sur le développement de la science moderne. Ses idées ont touché presque tous les domaines de la physique, de l'astronomie et des mathématiques. En astronomie, son travail sur la stabilité du système solaire a établi le programme de recherche pour le XIXe siècle. Les astronomes ont affiné ces calculs, découvert de nouvelles perturbations planétaires et développé des méthodes encore plus précises pour prédire les mouvements célestes. Cette tradition culmine dans les calculs informatiques modernes qui nous permettent de prédire les positions des planètes avec une précision extraordinaire des siècles dans le futur. L'hypothèse nébulaire de Laplace, bien que modifiée et affinée, reste la base de notre compréhension de la formation des systèmes planétaires. Chaque fois que nous découvrons un nouveau système d'exoplanètes autour d'une autre étoile, nous voyons des structures qui confirment les intuitions fondamentales de Laplace. Des disques de matière, des planètes orbitant dans des plans communs, des systèmes qui se sont formés à partir de nuages de gaz en rotation. En mathématiques, les outils développés par Laplace, la transformation de Laplace, l'équation de Laplace, l'opérateur de Laplace, sont enseignés à des millions d'étudiants chaque année. Ils sont utilisés quotidiennement par des ingénieurs concevant des circuits électroniques, des physiciens modélisant des champs électromagnétiques, des mathématiciens résolvant des équations différentielles. En théorie des probabilités, Laplace a posé les fondations de ce qui est devenu un domaine mathématique immense avec des applications dans presque tous les aspects de la vie moderne.
Les statistiques, l'analyse de données, l'apprentissage automatique, l'intelligence artificielle, tous ces domaines reposent sur les concepts de probabilité que Laplace a aidé à formaliser. Le théorème de Bayes, bien qu'il porte le nom du révérend Thomas Bayes qui l'a découvert, a été développé et popularisé par Laplace. Ce théorème, qui décrit comment mettre à jour nos croyances à la lumière de nouvelles preuves, est maintenant au cœur des statistiques bayésiennes et de nombreuses applications en intelligence artificielle. Laplace a également contribué à la physique d'autres manières. Il a étudié la vitesse du son, développant une correction à la formule de Newton qui améliorait sa précision. Il a travaillé sur la capillarité, le phénomène par lequel les liquides montent dans des tubes étroits. Il a étudié la propagation de la chaleur, anticipant certains des travaux de Joseph Fourier. Dans chacun de ces domaines, Laplace apportait sa puissance mathématique caractéristique et son insistance sur la rigueur quantitative. Il ne se contentait pas de description qualitative. Il voulait des équations précises, des prédictions numériques qui pouvaient être testées contre l'observation. Cette approche, insistée sur la précision mathématique et la vérification expérimentale, est maintenant considérée comme allant de soi en science. Mais au XVIIIe siècle, elle n'était pas universelle. Laplace, avec d'autres comme Léonard Euler et Joseph-Louis Lagrange, a aidé à établir cette approche comme la norme scientifique. L'influence philosophique de Laplace a également été profonde. Sa vision d'un univers déterministe gouverné par des lois mathématiques immuables a façonné la physique du XIXe siècle. Elle a encouragé les scientifiques à chercher des lois universelles et à croire que la nature était fondamentalement compréhensible. Même si nous savons maintenant que le déterminisme absolu de Laplace était naïf, que la mécanique quantique introduit une incertitude fondamentale et que le chaos rend les prédictions à long terme impossibles dans de nombreux systèmes, l'esprit de son approche reste pertinent. Nous cherchons toujours des lois, nous construisons toujours des modèles mathématiques, nous faisons toujours des prédictions quantitatives. C'est l'héritage de Laplace. Pour vraiment apprécier l'influence durable de Laplace, examinons comment ces idées sont utilisées dans la science et la technologie moderne. Commençons par la météorologie. Quand vous regardez les prévisions météorologiques à la télévision ou sur votre téléphone, vous voyez le résultat de calculs informatiques massifs basés sur des équations différentielles. Ces équations décrivent comment l'air se déplace, comment la chaleur se propage, comment l'humidité se condense. Les météorologues utilisent des ordinateurs puissants pour résoudre ces équations, prédisant comment le temps évoluera dans les prochains jours. C'est exactement l'approche que Laplace a préconisée, utiliser les lois de la physique et les mathématiques pour prédire le futur à partir de l'état présent. Bien sûr, les prévisions météorologiques ne sont pas parfaites. La sensibilité aux conditions initiales, l'effet papillon, limite la précision des prévisions au-delà de quelques jours. Mais l'approche fondamentale est celle de Laplace. En génie électrique, la transformation de Laplace est utilisée quotidiennement pour concevoir et analyser des circuits. Quand un ingénieur conçoit un amplificateur, un filtre ou un système de contrôle, il utilise souvent la transformation de Laplace pour comprendre comment le système réagira à différentes entrées. C'est un outil si fondamental qu'il est enseigné dans tous les programmes d'ingénierie du monde. En traitement du signal, domaine qui sous-tend tout, des téléphones portables au système de reconnaissance vocale, les idées de Laplace sont omniprésentes. L'analyse harmonique que Laplace a pionnière est utilisée pour décomposer des signaux complexes en composantes plus simples, pour filtrer le bruit, pour compresser les données. Dans le domaine en pleine expansion de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique, les concepts de probabilité développés par Laplace sont fondamentaux. Les algorithmes qui permettent à votre téléphone de reconnaître votre visage, aux voitures autonomes de naviguer et aux assistants vocaux de comprendre vos commandes, tous utilisent des méthodes statistiques et probabilistes qui remontent à Laplace. L'inférence bayésienne, qui porte le nom de Bayes, mais a été largement développée par Laplace, est maintenant une approche majeure en apprentissage automatique. Elle permet au système d'apprendre à partir de données, de mettre à jour leur modèle à mesure que de nouvelles informations arrivent et de gérer l'incertitude de manière principielle. Les réseaux de neurones artificiels, qui ont révolutionné l'intelligence artificielle ces dernières années, utilisent des fonctions mathématiques comme la fonction sigmoïde, qui est étroitement liée à la distribution cumulative que Laplace a étudiée. Les algorithmes d'optimisation qui entraînent ces réseaux descendent directement des méthodes de calcul des variations développées par Laplace et ses contemporains. En finance, les idées de Laplace sur les probabilités sont utilisées pour évaluer les risques, pour fixer le prix des options et des dérivés, et pour gérer les portefeuilles. Le mouvement brownien, un modèle mathématique du hasard que Laplace a contribué à développer, est à la base de la théorie financière moderne.
En médecine, les techniques statistiques développées à partir des travaux de Laplace sont utilisées pour analyser les essais cliniques, pour évaluer l'efficacité des traitements et pour faire des diagnostics à partir de données médicales. L'imagerie médicale, comme les scanners CT et les IRM, utilise des transformations mathématiques directement liées aux travaux de Laplace pour reconstruire des images détaillées de l'intérieur du corps humain. En exploration spatiale, chaque mission vers une autre planète utilise les principes de mécanique céleste que Laplace a aidé à établir. Quand la NASA envoie une sonde vers Mars ou vers les confins du système solaire, les ingénieurs calculent précisément les trajectoires en utilisant les mêmes équations que Laplace a étudiées. Les assistances gravitationnelles, où une sonde utilise la gravité d'une planète pour changer sa vitesse et sa direction, sont planifiées avec une précision qui aurait émerveillé Laplace. Les satellites GPS, qui permettent à votre téléphone de savoir où vous êtes, dépendent de calculs orbitaux précis. Ces satellites suivent des orbites qui sont perturbées par la gravité de la Lune, du Soleil et des planètes, exactement les types de perturbations que Laplace a étudiées. Les corrections nécessaires pour maintenir la précision du GPS utilisent des principes que Laplace a établis. En climatologie, les scientifiques construisent au moins des modèles informatiques massifs pour prédire comment le climat de la Terre évoluera au cours des prochaines décennies et siècles. Ces modèles sont basés sur des équations différentielles décrivant l'atmosphère, les océans et la biosphère. C'est l'approche de Laplace appliquée à l'échelle planétaire, utiliser les lois de la physique pour prédire le futur. Même en biologie, un domaine qui semble éloigné des préoccupations astronomiques de Laplace, ces idées sont influentes. L'écologie des populations utilise des équations différentielles pour modéliser la croissance des populations et les interactions entre espèces. L'épidémiologie utilise des modèles mathématiques pour prédire la propagation des maladies. La génétique des populations utilise des statistiques pour comprendre comment les gènes se propagent dans les populations. Dans chacun de ces domaines, nous voyons l'héritage de Laplace. L'idée que les phénomènes naturels peuvent être compris quantitativement, que les mathématiques sont le langage de la nature et que nous pouvons faire des prédictions précises en cela, appliquant les bonnes équations. Bien que l'influence de Laplace sur la science moderne soit immense, il est important de reconnaître que sa vision d'un univers entièrement déterministe s'est avérée trop simpliste. Au XXe siècle, deux développements majeurs ont montré les limites du déterminisme laplacien. Le premier était la mécanique quantique, développée dans les années 1920. La mécanique quantique décrit le comportement des particules à l'échelle atomique et subatomique. Et à cette échelle, la nature est fondamentalement probabiliste, pas déterministe. Le principe d'incertitude de Werner Heisenberg, formulé en 1927, stipule qu'il est impossible de connaître simultanément avec précision la position et la vitesse d'une particule. Ce n'est pas une limitation de nos instruments de mesure, c'est une propriété fondamentale de la nature. La particule n'a tout simplement pas de position et de vitesse précises en même temps. Cela signifie que le démon de Laplace est impossible, même en principe. Même une intelligence infiniment puissante avec une capacité de calcul illimitée ne pourrait pas prédire le futur avec certitude, parce que les conditions initiales ne peuvent pas être connues avec une précision arbitraire. Il y a une incertitude irréductible au cœur de la réalité. De plus, en mécanique quantique, les particules n'ont même pas de propriétés définies jusqu'à ce qu'elles soient mesurées. Un électron peut être dans une superposition d'états, existant dans plusieurs configurations à la fois, jusqu'à ce qu'une mesure le force à choisir un état particulier. Le processus de mesure lui-même introduit du hasard, un hasard qui ne peut pas être prédit, même en théorie. Ces découvertes ont été profondément troublantes pour de nombreux physiciens. Albert Einstein lui-même, l'un des fondateurs de la mécanique quantique, était mal à l'aise avec son aspect probabiliste. Il a fameusement dit « Dieu ne joue pas au dé avec l'univers ». Mais les expériences ont confirmé encore et encore que la mécanique quantique est correcte. L'univers, au niveau fondamental, est probabiliste. Le deuxième développement était la théorie du chaos, développée principalement dans les années 1960 et 1970. La théorie du chaos étudie les systèmes déterministes qui sont néanmoins imprévisibles en pratique en raison de leur sensibilité extrême aux conditions initiales. L'exemple classique est la météorologie. Les équations qui gouvernent l'atmosphère sont déterministes. En principe, si nous connaissions l'état exact de l'atmosphère maintenant, nous pourrions calculer son état futur. Mais en pratique, une incertitude minuscule dans les conditions initiales grandit exponentiellement avec le temps. C'est l'effet papillon. Un battement d'ailes de papillon au Brésil pourrait théoriquement influencer si une tornade se forme au Texas. Cela signifie que même si l'univers était entièrement déterministe, nos prédictions deviendraient rapidement inutiles pour de nombreux systèmes. Les prévisions météorologiques
au-delà de quelques jours, sont fondamentalement peu fiables, non pas parce que nous manquons de puissance de calcul, mais parce que nous ne pouvons jamais connaître les conditions initiales avec suffisamment de précision. Le chaos apparaît dans de nombreux systèmes. Le mouvement à long terme des planètes, l'évolution des populations animales, le flux de fluides turbulents, même les battements du cœur humain. Ces systèmes sont déterministes en théorie, mais imprévisibles en pratique. Ces limites du déterminisme ont-elles rendu le travail de Laplace obsolète ? Absolument pas. Même si nous ne pouvons pas prédire tout avec certitude, nous pouvons encore faire des prédictions probabilistes très utiles. Nous pouvons dire qu'il y a 70% de chances de pluie demain, même si nous ne pouvons pas prédire avec certitude. Nous pouvons calculer les orbites des satellites avec une grande précision, même si leurs positions exactes à long terme sont incertaines. L'approche de Laplace, utiliser les mathématiques pour modéliser le monde et faire des prédictions quantitatives, reste valable. Nous devons simplement être plus modestes dans nos attentes. Nous ne pouvons pas tout prédire, mais nous pouvons prédire beaucoup de choses avec une précision utile. En fait, la reconnaissance des limites du déterminisme a enrichi la science plutôt que de l'appauvrir. Elle nous a forcés à développer de nouvelles mathématiques, de nouvelles théories et de nouvelles approches. La mécanique quantique et la théorie du chaos sont parmi les développements les plus fascinants et les plus importants de la physique moderne. Et paradoxalement, les outils mathématiques développés par Laplace pour gérer les probabilités et l'incertitude sont maintenant encore plus importants qu'ils ne l'étaient de son vivant. Dans un monde où nous reconnaissons les limites fondamentales de la prédiction, la capacité de raisonner rigoureusement sur les probabilités est essentielle. Au-delà de ses contributions techniques à la science, Laplace a eu un impact profond sur la philosophie et la culture. Sa vision d'un univers mécanique et déterministe a influencé les penseurs bien au-delà de la physique et de l'astronomie. Au XIXe siècle, le déterminisme de Laplace a été étendu à d'autres domaines. Certains penseurs ont argumenté que non seulement la matière inanimée, mais aussi les êtres vivants, et même la société humaine, fonctionne selon des lois déterministes. Si le cerveau est fait de matière et si toute la matière obéit à des lois physiques, alors nos pensées et nos actions doivent aussi être déterminées par ces lois. Cette ligne de pensée a conduit au matérialisme scientifique, c'est-à-dire la vision que tout dans l'univers, y compris la conscience et la pensée, peut être expliqué en termes de matière et d'énergie obéissant aux lois de la physique. C'est une vision qui reste influente en philosophie de l'esprit et en neurosciences cognitives aujourd'hui. Mais elle soulève aussi des questions difficiles sur le libre arbitre et la responsabilité morale. Si toutes nos actions sont déterminées par les lois de la physique et l'état de notre cerveau, sommes-nous vraiment responsables de ce que nous faisons ? Peut-on être tenu moralement responsable de décisions qui étaient inévitables ? Ces questions ont été débattues intensément depuis l'époque de Laplace et n'ont toujours pas de réponse consensuelle. Certains philosophes embrassent le déterminisme et argumentent que nous devons repenser nos concepts de responsabilité et de libre arbitre. D'autres cherchent des échappatoires, peut-être dans l'indéterminisme quantique ou dans des notions de causalité descendante où les propriétés de haut niveau peuvent influencer les événements de bas niveau. Laplace lui-même ne semble pas avoir été particulièrement préoccupé par ces questions philosophiques. Il était un homme pragmatique concentré sur la résolution de problèmes scientifiques concrets. Mais ses idées ont lancé des débats philosophiques qui continuent à ce jour. La réponse de Laplace à Napoléon « Je n'ai pas eu besoin de cette hypothèse » est devenue emblématique d'une certaine approche à la science et à la religion. Elle représente l'idée que la science peut et doit fonctionner sans recourir à des explications surnaturelles. Les phénomènes naturels doivent être expliqués par des causes naturelles. Cette position, appelée naturalisme méthodologique, est maintenant largement acceptée dans la communauté scientifique. Ce n'est pas nécessairement un rejet de l'existence de Dieu ou du surnaturel, c'est simplement une règle méthodologique. Quand nous faisons de la science, nous cherchons des explications naturelles. Mais cette position a aussi été controversée, particulièrement dans les débats sur l'évolution et l'origine de la vie. Certains argumentent que certains phénomènes, comme l'origine de la complexité biologique, ne peuvent pas être expliqués par des processus naturels seuls et nécessitent un concepteur intelligent. Les scientifiques mainstream, suivant l'approche de Laplace, insistent que nous devons continuer à chercher des explications naturelles, même si nous n'avons pas encore toutes les réponses. Dans la culture populaire, le déterminisme de Laplace a inspiré de nombreuses œuvres de fiction explorant les thèmes du destin, de la prédestination et du voyage dans le temps. Si le futur est déjà déterminé, cela signifie-t-il qu'il est fixe et immuable, ou pouvons-nous le changer en faisant des choix différents ? Ces paradoxes temporels ont fasciné les écrivains de science-fiction depuis H.G. Wells. La vision de Laplace d'un univers d'horlogerie mécanique a aussi influencé l'art et la littérature.
Le romantisme du XIXe siècle était en partie une réaction contre cette vision mécaniste. Les poètes et les artistes romantiques célébraient l'émotion, l'imagination et la nature sauvage comme contrepoint à la rationalité froide et au mécanisme de la science. William Blake, le poète et artiste anglais, a écrit contre ce qu'il voyait comme la vision réductionniste de la science. Il voulait voir l'univers non pas comme une machine, mais comme quelque chose de vivant et mystérieux. Cette tension entre la vision scientifique et la vision artistique du monde continue d'influencer la culture. Pierre-Simon Laplace est mort le 5 mars 1827 à l'âge de 77 ans. Il avait vécu une vie extraordinaire, traversant certains des moments les plus tumultueux de l'histoire française, de l'Ancien Régime à la Révolution, de l'Empire napoléonien à la Restauration. À travers tout cela, il avait continué à faire de la science brillante, produisant une œuvre qui transformerait notre compréhension de l'univers. Ces derniers deux mots auraient été « Ce que nous savons est peu de choses, ce que nous ignorons est immense ». C'est une déclaration remarquablement humble venant d'un homme qui avait tant contribué à la connaissance humaine. Elle capture l'esprit scientifique, la reconnaissance que peu importe combien nous apprenons, il y a toujours plus de mystères à explorer. Alors, comment devrions-nous nous souvenir de Laplace? Que nous a-t-il vraiment donné? D'abord et avant tout, Nédille nous a donné une nouvelle vision de l'univers. Avant Laplace, beaucoup pensaient que l'univers nécessitait des interventions divines périodiques pour fonctionner correctement. Laplace a montré que l'univers est autosuffisant, que les lois de la nature elles-mêmes créent la stabilité et l'ordre. Le système solaire n'a pas besoin d'être ajusté par Dieu, il s'autorégule. Cette vision a libéré la science pour explorer l'univers sur ses propres termes, sans avoir à invoquer le surnaturel à chaque tournant. Elle a établi le principe du naturalisme méthodologique qui guide toujours la science aujourd'hui. Quand nous cherchons à comprendre un phénomène naturel, nous cherchons d'abord des explications naturelles. Deuxièmement, Laplace nous a donné des outils mathématiques puissants qui continuent d'être utilisés quotidiennement. La transformation de Laplace, l'équation de Laplace, les méthodes probabilistes de Laplace, tous ces outils sont enseignés à des millions d'étudiants et utilisés par des ingénieurs, des physiciens, des statisticiens et des scientifiques de données dans le monde entier. Ces outils ne sont pas juste des abstractions mathématiques, ils permettent des applications pratiques qui touchent nos vies quotidiennes. Chaque fois que vous utilisez votre téléphone portable, regardez les prévisions météorologiques ou bénéficiez d'un diagnostic médical basé sur l'imagerie, vous bénéficiez indirectement du travail de Laplace. Troisièmement, Laplace nous a donné l'hypothèse nébulaire, une explication de l'origine du système solaire qui, sous une forme modernisée, reste notre meilleur modèle aujourd'hui. Chaque fois que nous observons un disque protoplanétaire autour d'une jeune étoile, nous voyons la confirmation de l'intuition de Laplace. Les systèmes planétaires se forment à partir de nuages de gaz en rotation, exactement comme il l'avait imaginé. Quatrièmement, Laplace a contribué à établir une approche de la science qui insiste sur la précision mathématique et la vérification quantitative. Il ne suffisait pas de donner des descriptions qualitatives vagues. Il fallait des équations précises, des prédictions numériques qui pouvaient être testées contre l'observation. Cette approche était maintenant si fondamentale à la science qu'elle semble évidente, mais elle devait être établie et défendue. Cinquièmement, et peut-être le plus philosophiquement, Laplace nous a donné le concept du déterminisme scientifique et le démon de Laplace. Même si nous savons maintenant que le déterminisme absolu est impossible, cette idée a été incroyablement productive. Elle a poussé les scientifiques à chercher des lois, à croire que la nature est compréhensible et à développer des méthodes pour faire des prédictions quantitatives. Mais l'héritage de Laplace n'est pas sans controverse et limitation. Sa vision déterministe, poussée à l'extrême, laisse peu de place au libre arbitre et à la responsabilité morale. Sa réduction de l'univers à une machine mécanique peut sembler froide et désenchantée, dépouillant le cosmos de mystères et de merveilles. Certains critiques argumentent que la science laplacienne, dans sa recherche de lois universelles et de prédictibilité, néglige l'unicité, la complexité et l'émergence qui caractérisent de nombreux phénomènes naturels. Les systèmes vivants, en particulier, semblent résister à ce type de réductionnisme mécanique. D'autres notent que Laplace, malgré son brillance scientifique, était politiquement opportuniste, changeant d'allégeance selon le régime au pouvoir. Cela soulève des questions sur la relation entre l'intégrité scientifique et l'intégrité personnelle. Peut-on séparer le travail scientifique d'un homme de son caractère et de ses actions? Malgré ces critiques, il est indéniable que Laplace a changé notre vision de l'univers de manière profonde et durable. Nous vivons dans un monde scientifique et technologique qui aurait été impossible sans les contributions de Laplace et de scientifiques comme lui.
Quand nous regardons le ciel nocturne, nous voyons non pas un mystère incompréhensible, mais un système régi par des lois que nous pouvons comprendre et calculer. Quand nous faisons des prévisions, que ce soit la météo ou les marchés financiers, nous utilisons des approches probabilistes qui descendent directement de Laplace. Quand nous concevons des technologies, des circuits électroniques au système de contrôle, nous utilisons des outils mathématiques que Laplace a aidé à créer. L'univers de Laplace était un univers d'ordre, de lois et de raison. C'était un univers qui pouvait être compris par l'esprit humain appliquant les mathématiques et la logique. Même si nous savons maintenant que cet univers est plus complexe, plus chaotique et plus mystérieux que Laplace ne l'imaginait, nous restons ses héritiers. Nous continuons à chercher des lois, à construire des modèles, à faire des prédictions. Nous croyons toujours que l'univers est en principe compréhensible. Nous insistons toujours sur la vérification quantitative et la rigueur mathématique. Ce sont les valeurs et les approches que Laplace a incarnées et promues. Dans ce sens, Laplace vit encore dans chaque laboratoire, dans chaque salle de classe où la physique est enseignée, dans chaque ordinateur qui résout des équations pour prédire le futur. Son esprit, son insistance sur la raison et les mathématiques, ça comme outil pour comprendre la nature, reste au cœur de l'entreprise scientifique moderne. Peut-être que la plus grande leçon que nous pouvons tirer de Laplace est qu'il faut avoir l'audace d'appliquer la raison et les mathématiques même aux questions les plus grandes et les plus intimidantes. L'origine du système solaire, la stabilité des orbites planétaires sur des milliards d'années, la prédiction du futur à partir du présent, ce sont des questions d'une ampleur cosmique. Mais Laplace ne s'est pas laissé intimider. Il a appliqué son esprit brillant et ses compétences mathématiques et il a trouvé des réponses. Nous ne pouvons pas tous être des génies comme Laplace, mais nous pouvons tous embrasser l'approche qu'il incarnait. La curiosité intellectuelle, la rigueur dans la pensée, l'insistance sur les preuves et la volonté d'aller où la logique et les mathématiques nous mènent, même si cela défie nos intuitions ou nos croyances confortables. Dans un monde où la désinformation est répandue, où les émotions l'emportent souvent sur les faits et où la pensée critique est sous-évaluée, l'héritage de Laplace est plus pertinent que jamais. Il nous rappelle la puissance de la raison, l'importance des preuves et la beauté de comprendre le monde à travers la science. Alors, la prochaine fois que vous regardez la Lune dans le ciel, rappelez-vous que nous comprenons son orbite avec une précision extraordinaire grâce au travail de Laplace. Quand vous utilisez la navigation GPS, rappelez-vous que les satellites suivent des orbites calculées avec les méthodes que Laplace a développées. Quand vous écoutez les prévisions météorologiques, rappelez-vous que c'est l'approche de Laplace. Utilisez les mathématiques pour prédire le futur qui les rend possibles. Pierre-Simon Laplace a vécu il y a plus de 200 ans, mais son influence sur notre monde est partout. Il a vraiment changé notre vision de l'univers, d'un mystère incompréhensible nécessitant l'intervention divine à un système gouverné par des lois que l'esprit humain peut découvrir et comprendre. C'est un héritage dont nous bénéficions encore aujourd'hui et qui continuera à façonner la science et la technologie pour les générations à venir. Merci d'avoir regardé cette exploration de la vie et de l'œuvre extraordinaire de Pierre-Simon Laplace. Si ce voyage à travers l'histoire de la science et les grandes idées qui ont façonné notre compréhension de l'univers vous a fasciné, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et de liker cette vidéo. Et dites-moi dans les commentaires quelle découverte ou idée de Laplace vous a le plus impressionné. Comment pensez-vous que sa vision déterministe de l'univers influence encore notre monde aujourd'hui? À bientôt pour une nouvelle exploration des grands esprits et des grandes idées qui ont transformé notre compréhension du cosmos.